2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le retour des 2 ex-otages en France, retrouvailles et effusion de joie à la base militaire de Villacoublay où les familles étaient venues les accueillir, ainsi que Jacques Chirac et une partie du gouvernement. Christian Chesneau et Georges Malbruno sont en bonne santé physique et semble-t-il morale. Dans leur première déclaration, ils ont évoqué une détention éprouvante mais indiquent qu'ils n'ont pas été maltraités. Ils sont pris en charge ce soir par les services secrets avant de retrouver leurs proches dès demain. Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure a assuré qu'aucune rançon n'avait été versée, mais de nombreuses questions demeurent sur cette libération. Invité de ce journal, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, vous étiez à Villacoublay et la DGSE qui a obtenu cette négociation est placée sous votre autorité. Bonsoir et à tout à l'heure. L'autre actualité de cette journée, elle est moins souriante. C'est d'abord le verdict au procès des agresseurs du vigile gravement brûlé. 20 ans de prison pour le principal accusé, entre 4 et 18 ans ferme pour 8 autres des condamnés. 2 personnes ont été acquittées. À Orléans, un suspect a été interpellé 3 semaines après la disparition d'une mère de famille de 33 ans. Et sur ses indications, un corps a été retrouvé. Les analyses sont en cours. Enfin, l'accord européen sur les réserves de poissons, l'idée de fermer des zones de pêche a été abandonnée, mais il y aura tout de même de nouvelles restrictions. Satisfaction à Paris, mais les pêcheurs français restent inquiets pour leur avenir. Ils ont le pas assuré et l'allure décontractée. Christian Chesneau et Georges Malbruno ont donc retrouvé le sol français et leur famille il y a 1h30 à Villacoublay. Ils se sont même prêtés de bonne grâce à une brève conférence de presse, un moment attendu depuis des mois. Philippe Visserias, Philippe Turpot. Les voilà, enfin. Christian Chesneau en premier, Georges Malbruno juste derrière lui. Souriant, alerte, ses premières images sont rassurantes. Christian Chesneau tombe dans les bras de sa mère. Derrière, sa sœur est en pleurs. Georges Malbruno réserve lui aussi une longue étreinte à André, sa mère. Après les retrouvailles en famille, les 2 journalistes sont accueillis par Jacques Chirac. Autour du président, Jean-Pierre Raffarin et Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense. Sur le tarmac, les attend également Mohamed Al-Joundi, leur guide en Irak, camarade d'infortune, enlevé avec eux et libéré il y a quelques semaines. Puis, ils se dirigent vers le pavillon d'honneur de l'aérodrome de Villacoublay pour une courte cérémonie en compagnie de leurs proches. Christian Chesneau et Georges Malbruno ressortent quelques minutes plus tard pour s'adresser à la presse. Après 124 jours de captivité, leur lucidité est étonnante. On va bien, on a vécu une expérience difficile, parfois très difficile, mais on n'a pas perdu espoir et on avait confiance dans l'action des autorités françaises. On a réussi à surmonter un certain nombre de difficultés. On était 2 avec Christian, on a réussi à parler avec les ravisseurs en arabe, à un petit peu faire retomber la tension de temps à autre et on a tenu parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. De toute façon, quand vous êtes otage, vous n'avez pas, il faut tenir et puis il faut se dire que finalement, chaque jour qui passe vous rapproche de la fin. Il faut être très cartésien et humble. La libération s'est passée bien, un peu inattendue parce qu'on s'attendait peut-être à une libération avec plus peut-être d'organisation, mais bon, une libération c'est toujours a priori difficile et donc on a été remis dans des bonnes conditions et quand je suis sorti du coffre d'une Mercedes, j'ai vu à 3 mètres l'écusson tricolore, je me suis dit bon, ça sent la quille. Donc pendant 15 jours, c'était régime assez serré. On a fait quelques cassettes. On a compris que les ravisseurs ne voulaient pas nous tuer tout de suite, quoi. Donc on a engagé le dialogue. Et on a joué tout de suite, nous, la carte, journalistes français. La France n'a pas de troupes, n'a pas d'entrepreneurs en Irak. La France était contre la guerre. Oui, on a eu un moment, le 8 novembre, où effectivement... on savait qu'il y avait des négociations, ils demandaient de prendre patience, on était bien traités. Et là, le 8 novembre, un des responsables arrive, assez mauvaise mine, et nous explique que là, notre situation est critique, que les Français sont entêtés, qu'ils ne veulent pas aboutir sur le voile, sur les différents problèmes, et que notre vie maintenant est menacée.
Bon, on continuera next time, Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu le veut en arabe. Les deux journalistes donneront certainement d'autres détails dans les jours qui viennent sur leurs conditions de détention. Oui, ils ont indiqué aussi que le journaliste italien tué par ce même groupe de ravisseurs séjournait avec eux dans la même ferme. En direct de Villacoublay, on retrouve Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc. Loïc, vu d'ici, on a le sentiment d'avoir affaire à deux hommes éprouvés mais sereins. Est-ce que l'impression est la même là-bas ? Oui, tout à fait, David. Quand ils sont descendus de l'avion, les deux ex-otages avaient déjà l'air relativement en bonne forme, à la fois physique et psychologique. Il y a évidemment eu des retrouvailles très émouvantes avec leur famille, mais ils avaient l'air plutôt en forme et c'est la raison sans doute pour laquelle ils n'ont pas été conduits dans un hôpital, car leur état ne le nécessitait pas. Alors effectivement, vous venez de les entendre. Ils ont beaucoup parlé de leurs conditions de détention qui étaient relativement satisfaisantes. Georges Malbruno a répété qu'ils n'avaient pas été maltraités, qu'ils n'avaient pas été battus, qu'ils n'avaient pas subi de simulacre d'exécution. Par contre, effectivement, son compatriote a raconté qu'ils avaient eu très peur, vous venez de l'entendre, début novembre, lorsqu'ils ont senti que la situation se crispait. Mais d'une manière générale, ils ont eu une détention plutôt satisfaisante et donc ils sont arrivés plutôt en bonne forme sur le sol français. Loïc, quel est le programme maintenant pour nos deux confrères ? Alors, il y a une demi-heure, un hélicoptère de l'armée a décollé juste d'ici, de la base aérienne de Villacoublay. Destination, un endroit inconnu. En tout cas, on sait qu'il s'agit d'une base de l'armée, d'une base sans doute de la DGSE, c'est-à-dire les services de renseignement français, qui se trouverait à 130 ou 150 km de Paris. Ils ont donc été emmenés là-bas, sans doute en compagnie de leur famille, dans l'hélicoptère, où ils vont donc y passer la nuit. Ils vont peut-être subir un petit contrôle médical, mais rien de très approfondi, car encore une fois, leur état est satisfaisant. En revanche, ils vont être longuement interrogés par les services de renseignement français, avant certainement d'être libérés, entre guillemets, demain, définitivement, pour retrouver leur famille dans l'intimité. Merci Loïc. Alors pour Christian Chesneau et Georges Malbruno, le voyage de retour a commencé ce matin, assez tôt, au départ de Bagdad. Pour leurs proches, ce sont 24 heures de joie et d'impatience aussi qui s'achèvent. Récit Christelle Bertrand, Samassoula. Toutes les émotions se mélangent. Le doute, la peur, le soulagement, la joie. Hier soir, la famille de Christian Chesneau s'est rassemblée chez sa sœur en région parisienne. 4 mois d'attente s'effacent devant les premiers instants de bonheur. Un grand étonnement. Et... Oui. C'est pas dire. On s'y attendait sans s'y attendre. On ne savait pas le jour ou la semaine que ça pourrait arriver. On ne pensait qu'à ça. Qui rentre. On va le voir dans le haut de la passerelle. Hein. C'est là, ça sera le moment. On sera sûr qu'il sera là. Voici Mathieu, le petit dernier de la famille. Il va vivre son premier Noël avec un oncle qu'il ne connaît pas encore. Voilà, il l'a jamais vu. Donc je pense que ce sera un beau cadeau Noël également pour Christian, de voir son petit-neveu. On aurait fait un Noël tout à fait ordinaire. Voilà, sans sapin de Noël, sans cadeau, et le plus beau cadeau c'est que Christian soit au pied du sapin. Mais même qu'il n'y a pas de sapin, le principal c'est qu'il soit là. Allez, à Christian. Voilà, Christian. Ben oui, voilà. Christian, hein. Ici, les fêtes commencent le 21 décembre. Au même moment, à Montégué en forêt, la chaleur est aussi dans tous les cœurs en ce premier jour d'hiver. Escortés par les gendarmes vers la salle communale, les parents, le frère et la compagne de Georges Malbruno, pressés de questions, réalisent peu à peu. Je suis très heureuse bien sûr, mais je crois que j'ai encore pas complètement réagi. Parce que moi j'étais au travail, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pas appris directement puisque mon téléphone, mon portable était mobilisé par les journalistes, donc on a eu toutes les peines du monde à me joindre. Et du coup, mon portable était déchargé, donc c'est un peu la panique. Et puis, je me suis isolée un moment pour savourer. J'étais pessimiste et puis ça s'amplifiait. Ça s'amplifiait et puis je sentais que ça attaquait ma santé. Mon docteur m'a opéré, m'a un peu secoué un peu hier. Je le remercie aussi. Je ne sais pas s'il écoutera, mais je le remercie. Il m'a secoué un peu. Il m'a dit, ils vont revenir, il faut que vous preniez le dessus. Je ne savais pas que c'était si proche. Je suis contente de le voir et puis de pouvoir le serrer dans mes bras et puis de le voir. C'était un accord entre nous. J'attends ce moment, je n'oublierai jamais. Parce que je ne sais pas comment il a vécu. Comment ils ont vécu ces mois difficiles, certainement. À la même heure, à Bagdad, les deux journalistes français goûtent leurs premières heures de liberté.
Il se trouve très probablement dans l'ambassade de France. Le quartier est bouclé, comme le montrent ces images tournées par notre caméraman. Ce matin, Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères, embarque dans un avion gouvernemental. Direction l'île de Chypre. Point de rendez-vous. Un peu plus tard, les Malbruno quittent leur village pour Paris et surtout pour Georges. Pendant ce temps-là, à Bagdad, les services secrets français assurent la sécurité du transfert de Christian Chesneau et Georges Malbruno vers l'aéroport. Là, les deux hommes montent dans un Hercule C-130. Quelques heures plus tard, ils se posent à Chypre, changent d'avion et s'envolent pour la France. 24 heures après l'annonce de leur libération, Christian Chesneau et Georges Malbruno atterrissent sur le sol français. Bienvenue à la maison. Joyeux Noël. Thierry Tuillier est avec nous. Bonsoir Thierry, car Bonsoir. on en sait un peu plus ce soir. Thierry, vous avez des informations sur les conditions de cette libération. Oui, l'opération a été menée intégralement par les services de renseignement, les services secrets français à Bagdad, plus exactement donc hier après-midi sur un terrain vague à l'ouest de Bagdad selon nos informations. Un premier rendez-vous d'ailleurs avait été pris et fixé avec les ravisseurs, rendez-vous qui a été reporté, annulé car les preneurs d'otages craignaient beaucoup pour leur propre sécurité. Ça a été le problème numéro 1 pour les membres du service action des services secrets français. Problème résolu. Finalement, donc, le face-à-face a lieu. Cela dure quelques minutes. On nous a décrit, selon nos propres informations, des ravisseurs plutôt nerveux avec des armes apparentes. Mais finalement, donc, nos deux confrères sont remis aux Français, puis ramenés à l'ambassade. C'est une opération qui s'est faite au nez à la barbe, à l'insu des forces américaines et des forces irakiennes pour assurer, encore une fois, la sécurité des ravisseurs. Personne n'était au courant et puis on a été frappé par cette formule presque légère de Georges Malbruno. Quand je suis sorti du coffre de la Mercedes, je me suis dit, ça sent la quille. Georges Malbruno, dont une partie de la famille avait fait le déplacement aujourd'hui à Villacoublay, son frère et son père étaient restés, eux, à Montégué en forêt. C'est à la télévision qu'ils ont assisté à son retour. Didier Guyot, Benoît Gadret sur place. Allez. Ah bah oui, là, c'est vraiment lui, c'est lui. Le souffle est court, quelques larmes au coin des paupières, l'émotion est intense. Bernard, le frère de Georges Malbruno, et son épouse ont enfin sous leurs yeux l'image tant espérée. Depuis le mois d'août, ils vivaient dans l'anxiété. Les voici heureux, rassurés. Georges est vivant, en bonne santé. Bientôt, il sera là avec eux. On se dit, bon, ils n'ont pas dû trop souffrir, quoi. Peut-être à l'intérieur, mais enfin, je veux dire, ils ont dû être correctement nourris, tout. C'est vrai que bon, c'est rassurant, quoi. C'est ce qu'on nous a toujours dit, mais bon, à présent, on voit que nous a pas raconté d'histoire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette image? Le bonheur. Le bonheur. À l'image de Bernard, les 333 habitants de Montégué en forêt ont vécu chez eux devant leur petit écran l'arrivée de Georges Malbruno, un instant de bonheur collectif. Une soirée de délivrance qui vient s'ajouter à une journée déjà bien heureuse. Ce matin, le village s'est réveillé le cœur léger. Depuis 4 mois, on espérait ce dénouement. Depuis le mois d'août, on attend, mais bon, c'est une histoire qui se finit bien en fait. Un gros coucou à Jojo, qui était le camarade d'école de ma fille. Et c'est avec une grande joie qu'on les voit revenir à Montégué. Un village qui a connu tous les sentiments, l'espoir, le désespoir, l'abattement, l'optimisme. Un village qui a vibré à l'annonce de toutes les fausses nouvelles, mais aujourd'hui, on déambule dans les rues, sourire aux lèvres. Les gens sont soulagés, ils sont heureux, bien entendu, c'est ce qu'on souhaitait. Et puis il y a une heureuse coïncidence, puisque c'est les fêtes de fin d'année. Et justement, pour le repas de Noël, dans la maison familiale des Malbruno, une assiette de plus est prévue autour de la table. Une assiette pour Georges, un enfant du pays enfin venu. Et beaucoup de joie aussi dans le village de Baugé, près d'Angers. Cette fois, ce sont les amis de la famille Chesneau qui s'étaient rassemblés pour vivre cette fin d'après-midi ensemble. Sur place, François Privat, Stéphane Alrang. Les amis de Denise et Jean Chesneau réunis autour de la télévision pour vivre le retour de Christian en France. Qui descendent les marches, qui dévalent les marches. Moi, ça m'a fait pleurer là, de voir Denise embrasser son fils. C'est bien, c'est beau. Vous avez l'air très ému. Oui, très ému. Je suis très contente pour eux. Émotion et chaleur dans les cœurs des 3500 habitants de Baugé, malgré la pluie et le froid.
Le marchand de journaux, dont les parents de Christian Chesneau sont clients, affiche lui aussi sa joie. On souffle tous, tous les bourgeois, je pense dans le pays ont la même réaction, on souffle. Après des semaines d'attente assez longues, où on a pensé au pire, il faut dire ce qui est, quoi. Et aujourd'hui, à cette veille de Noël, c'est un très très beau cadeau. À la mairie, on s'apprête à refermer définitivement le registre qui recueillait les marques de soutien à la famille Chesneau. Cet après-midi, c'est avec joie que Françoise a inscrit quelques mots, les derniers. J'espère qu'on continuera de se mobiliser pour ceux qui restent détenus dans le monde. Dans le hall de l'hôtel de ville, les portraits des 2 ex-otages demeurent affichés. Ils seront prochainement retirés lors d'une petite cérémonie en présence de Christian Chesneau. Autre scène et autre bravo, c'était devant l'hôtel de ville de Paris à la mi-journée. Depuis plusieurs semaines, les portraits de nos 2 confrères étaient affichés en grand sur la façade. Ils ont été décrochés. Paul de Genève, Mathias Segaud. C'était un rappel quotidien de leur détention. Sous les applaudissements, les volontaires de Reporters sans frontières décrochent les portraits de Christian Chesneau et Georges Malbruno. Plus de 73 000 personnes sont venues ici signer les pétitions de soutien aux 2 journalistes. C'était devenu le lieu symbolique de la mobilisation. Maintenant, ce symbole, il est terminé, ils sont libres. Maintenant, on a envie de plus les avoir là-haut sur du papier glacé, mais les avoir à côté de nous pour pouvoir les embrasser. Aux côtés des volontaires de RSF, Mohamed Al-Joundi, le chauffeur syrien des 2 journalistes français, libéré, lui, le 12 novembre dernier. Il dit ne jamais avoir douté. J'étais très confiant. Je savais que ces photos seraient retirées tôt ou tard. Et grâce à Dieu, elles l'ont été avant Noël. Mohamed Al-Joundi avait promis à Christian Chesneau et Georges Malbruno de les retrouver à Paris. Promesse tenue. Vous voulez pas boire un peu de champagne? C'est Jacques Chirac, le premier, qui a confirmé que les 2 hommes étaient en route pour Paris. Le président de la République, revenu spécialement de vacances et qui s'est adressé ce matin aux Français. On l'écoute. Je veux remercier toutes les autorités publiques, tous les responsables politiques, tous les responsables religieux qui, en France et dans le monde, dans un exceptionnel élan de solidarité, nous ont apporté leur coopération et leur soutien. En cet instant, je veux surtout redire à Christian Chesneau et à Georges Malbruno ma joie personnelle et celle de tous les Français de les savoir enfin libres et bientôt de retour chez eux. Et après Jacques Chirac, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a livré quelques éléments sur les dessous de cette libération. Il recevait à Matignon les principaux dirigeants politiques et les familles aussi des 2 journalistes. Aucune rançon n'a été versée, dit-il. Alix Bouillaguet, Alexandre Cara. Il est 10 h, à peine le temps de s'installer, Jean-Pierre Raffarin s'empresse de révéler les dernières nouvelles des 2 Français libérés. Ils viennent de franchir les différents barrages qui sont en sécurité à l'aéroport. Le décollage est pour dans quelques instants. Autour de la table, les représentants des partis politiques sont attentifs. Mais déjà, derrière les sourires de circonstance, les premières interrogations. Y a-t-il eu versement d'une rançon pour libérer les otages? Non, aurait affirmé le Premier ministre. Bien sûr, le Premier ministre a dit un certain nombre de choses, et notamment que jamais aucune rançon n'avait été ni demandée ni versée. Et que les négociations s'étaient toujours passées avec des intermédiaires. Mais je fais la différence entre ce qu'un Premier ministre peut dire et puis ce qu'il est obligé de garder discret ou secret. Deuxième interrogation, le rôle du député UMP Didier Julia. En octobre dernier, il affirmait pouvoir récupérer les otages. Lorsque les otages seront rentrés, et je crois qu'il faut les laisser rentrer, d'abord rencontrer leur famille, retrouver leur famille, fêter Noël ensemble et le jour de l'an. Et puis après, le moment viendra des explications, je pense à cette ténébreuse affaire Julia. Pour l'heure donc, pas de sujet qui fâche. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, une expression est sur toutes les lèvres, l'unité nationale. Pendant ces 124 jours, durant lesquels nos compatriotes ont été privés de liberté, la France a été rassemblée. Le terrorisme est l'adversaire de toute démocratie. C'est le message de la France. Merci d'avoir donné ce visage rassemblé de notre pays. En fin de journée, Jean-Pierre Raffarin, de retour à Matignon, retrouve les familles des 2 Français, direction l'aéroport. Les retrouvailles ne sont plus qu'une question de minutes.
Voilà, cela dit, on l'a entendu entre les mots, de nombreuses questions restent posées sur les conditions de cette libération. Merci d'être avec nous, Michel Alliot-Marie. Si nous vous avons invité, c'est parce que vous avez autorité sur la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français qui ont mené cette opération. D'abord, voyons précisément ce qu'on sait et les points sur lesquels on s'interroge. Frédéric Crotat, Alix Bouillaguet. En s'opposant fermement à l'intervention américaine en Irak, la France a fait l'unanimité dans les pays arabes. Dès le début de la guerre, Paris a bénéficié d'un important coefficient de sympathie qui porte aujourd'hui ses fruits. La meilleure preuve, le communiqué que l'armée islamique en Irak vient de mettre en ligne sur Internet. La décision de libérer les otages s'explique ainsi. La preuve a été faite qu'ils n'étaient pas des espions. Mais surtout, leur libération intervient en raison de la position de la France sur la cause palestinienne et aussi en raison de certaines positions du gouvernement français sur l'Irak. Pour tenter de récupérer ces otages, la France a cherché inlassablement le soutien des pays arabes et de l'ensemble des musulmans. Plusieurs tournées de Michel Barnier en Égypte, mais aussi en Jordanie, où l'influence du roi auprès des chefs de tribus irakiens a été importante. La chaîne de télévision qatari Al Jazeera a également rempli son rôle. Très influente, elle a critiqué la prise d'otages des Français et lancé régulièrement des messages de modération aux ravisseurs. De nombreux canaux ont été sollicités lors des négociations. Difficile aujourd'hui de dire lequel a le mieux fonctionné. Il n'y a jamais eu de contact direct, c'était toujours par l'intermédiaire d'un groupe. Et ce groupe, à partir de vendredi dernier, a répondu, je dirais, d'une manière de plus en plus régulière à nos propres messages. Le gouvernement français l'affirme, il n'y a pas eu de rançon versée aux ravisseurs et d'ailleurs ils n'ont rien demandé. Mais on ne peut totalement exclure qu'il y ait eu des contreparties. Il n'y a pas de prise d'otages et de libération d'otages sans contrepartie. Ça va être des facilités politiques, ça va être des libérations de prisonniers, ça va être des livraisons de matériel, de médicaments, d'armes, ça va être de l'argent. Dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Aujourd'hui libres, les deux otages apporteront dans les prochains jours de précieuses informations quant aux conditions de leur libération. Madame la ministre, première question, quand avez-vous appris que la libération allait se faire? On a l'impression que tout le monde a été pris au dépourvu. C'est un peu vrai. Depuis plusieurs jours, nous avions un certain nombre d'indications par l'un des 4 réseaux que nous avions qui nous donnait le sentiment que les choses, cette fois-ci, avançaient et avançaient mieux que les fois précédentes où leur libération nous avait été prévue pour quelques jours, parfois quelques heures après, et ce qui malheureusement ne s'était pas produit. Donc depuis quelques jours, il y avait une certaine avancée, mais rien qui nous disait exactement au moment. Et puis il y a eu brusquement... quelques heures avant finalement, à peine. Quelques heures avant. Le mardi matin ou le mardi midi? C'était le mardi dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Alors la question que tout le monde se pose, on entendait qu'elle était posée, y a-t-il eu contrepartie? Et d'abord, contrepartie financière, le Premier ministre dit non, il n'y a pas eu de rançon, mais on sent bien qu'il y a des doutes. Il n'y a pas de doute simplement parce que depuis très longtemps, on savait que les ravisseurs ne demandaient pas de rançon. C'était d'ailleurs pour nous une interrogation. Les ravisseurs ont dit très vite, et d'ailleurs c'est passé sur Internet, les messages sur Internet ont rappelé qu'ils ne voulaient pas de rançon et même que des personnes, des intermédiaires qui se présenteraient comme susceptibles de faire libérer nos compatriotes en demandant une rançon seraient systématiquement désavoués. Ce qui fait que nous nous trouvions nous-mêmes, je dirais, un peu perturbés par cela, puisqu'il n'y avait pas de demande. Ouais. Et le temps passant, cette absence de demande était pour nous un élément, un contrariant. Simplement, pour ceux qui nous écoutent, s'il y avait eu une rançon versée, est-ce que vous nous le diriez ce soir? Mais pourquoi est-ce qu'on le cacherait? Écoutez, je crois qu'il faut être, je crois qu'il faut être clair dans ce genre de choses. Qui y verrait un inconvénient quelconque? Bon. Est-ce qu'il y a eu une autre contrepartie? Jamais aucune contrepartie ne nous a été demandée. Donc, vous avez vu, on n'arrive pas à savoir. Ça a été une de nos questions. Alors on s'est dit à un moment donné, il y a eu ce fameux texte sur le voile. Alors on s'est dit, est-ce que c'est ça? Mais finalement, c'était pas très crédible. Et les nouvelles déclarations même qui sont dites, bon, montrant que finalement cette libération est intervenue aussi du fait de la prise en compte de la politique de la France, oui. On se dit que c'est sans doute ça. Donc vous nous dites en fait, il n'y a pas eu de négociation?
D'abord, il n'y a pas eu de négociation parce que nous n'avons jamais été en contact direct avec un ravisseur. Nous avons eu des intermédiaires. Ça a été aussi une de nos difficultés parce qu'il y a eu des monceaux d'intermédiaires et dans tout ceci, il fallait voir ceux qui étaient crédibles. Et distinguer ceux qui recherchaient un avantage qui politique, qui financier. Et donc nous avons toujours veillé, nos services ont veillé très étroitement à vérifier à chaque fois, en demandant un certain nombre de preuves d'ailleurs, la crédibilité de ces intermédiaires, de façon à vérifier notamment que véritablement ils pouvaient être en contact avec les ravisseurs et avec Georges et Christian. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur alors de cette libération d'après vous? Pourquoi maintenant et pas il y a 15 jours ou dans 15 jours? Nous nous posons la question, nous le saurons peut-être davantage en entendant que dans les prochains jours, Georges et Christian, je les ai rencontrés tout à l'heure, mais il est évident que ce n'est pas au moment de leur retrouvaille avec les familles qu'on allait leur poser des questions très précises. Alors justement, et ce sera ma dernière question, on parle de débriefing, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces questions-là qui vont leur être posées cette nuit? On va leur demander s'ils savent qui était leur ravisseur? Cette nuit, nous allons les laisser décompresser un peu, nous allons les laisser voir leur famille, et puis au fur et à mesure, effectivement, nous essaierons de contrôler ce que tous nos services, puisque nos services, la DGSE, vous l'avez cité tout à l'heure, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, a énormément travaillé. Nous avons mobilisé une cellule de crise de plus d'une centaine de personnes pendant toute cette période. Nous avons activé tous nos réseaux, donc nous avons un certain nombre d'indications. Ces indications, nous allons maintenant les valider avec ce que nous dirons Georges et Christian dans les prochains jours, et ça nous permettra de faire le point et de dire très, très clairement ce qui s'est passé. Parce que je pense que les Français ont aussi le droit de le savoir parce qu'ils ont joué un rôle formidable. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation. Et puis un mot sur un point particulier, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Julia. Didier Julia, ce député français qui avait doublé en quelque sorte les circuits officiels, qui prétendait être sur le point d'obtenir cette libération. Eh bien la question a été posée aux deux ex-otages et la réponse a été cinglante. Amaury Guibert, Pierre Bonne-Joseph. Dans son hôtel de Damas, fin septembre, le député Julia essaye d'afficher son assurance. Lui et son équipe disent négocier la libération des otages et être à deux doigts d'aboutir. C'était faux, un démenti cinglant des deux journalistes enfin libres. Je suis scandalisé par le comportement de la personne que vous citez. C'est jouer contre la vie de deux compatriotes et ça mérite que le mépris. Avant cette mise au point cet après-midi à l'Assemblée, Didier Julia ne renie rien de son initiative. J'attends d'avoir le commencement d'un début de preuve que j'aurais retardé quoi que ce soit. Je ne peux pas, parce que je suis intervenu 3 jours sur le terrain entre le 39e et le 41e jour, dire que c'est moi qui ai retardé de 4 mois la libération des otages. C'est absurde. À son retour en France, certains députés avaient demandé des sanctions contre Didier Julia, mais depuis, rien n'a été entrepris. Et puis dernier point que nous évoquons ce soir, les jours, les semaines et les mois qui viennent pour les deux hommes. Retrouver la liberté lorsqu'on a été otage signifie-t-il qu'on est tiré d'affaire? Peut-on vraiment retrouver une vie normale? Élément de réponse avec Marie-Pierre Farkas et Joël Bruyandet. Bousculade, larmes de joie, 27 novembre 87. Roger Hawk et Jean-Louis Normandin retrouvent la famille, les confrères et surtout la liberté. À cet instant précis, elle a encore un drôle de goût. Je me souviens du goût de la peur, parce qu'il est plus fort que la liberté, parce que la liberté, c'est quelque chose de très difficile à cerner, à définir, à comprendre, alors que la privation de liberté, la proximité de la mort, l'humiliation, tout ça, ça a un goût. Les simulacres d'exécution, les coups, les privations, il les a connus, comme Christian Chesneau et Georges Malbruno. Les phrases dictées sous la contrainte aussi. Tout cela, il a fallu l'exorciser. Je voudrais dire à ma famille d'abord que tout va bien. Par là, le cavalier. Ça doit être dans cette rue-là. C'est ça? Ah, la mémoire. 628 jours de détention de mars 86 à novembre 87, puis 17 ans pour se reconstruire. Mettre des mots sur l'indicible. 17 ans avant d'oser revenir à Beyrouth sur les lieux de sa détention, une de ses thérapies fut de parler à une caméra. J'ai pris la parole devant une caméra en disant ce que je pense.
ce qui est une expression de liberté, alors qu'on m'avait fait dire des choses qui étaient écrites et on m'avait obligé de lire et de dire des choses devant une caméra, ce qui est une humiliation sans nom. J'ai pu évacuer par ces gestes, par ces actes tout simples, plein d'humiliation. La liberté qu'on reconquiert sur l'alternatisme, elle est plus belle, j'allais dire, que celle dont on jouissait avant. Parce qu'on est passé comme par une initiation. Et une initiation à la mort quand même. Ceux qui se murent dans le silence, parce qu'il y en a, ceux qui se murent dans le silence vont en général aller très mal, de plus en plus. Le 12 juin 2000, le photographe Brice Flotio est libéré par les forces russes, après 8 mois de détention. La guerre, la peur, puis le retour à un quotidien qui peut paraître banal ou décevant, il n'a pas supporté. Il a mis fin à cette vie trop lourde en 2001. Pour digérer l'horreur, Georges Malbruno, Christian Chesneau vont devoir parler, dire ce qui leur a fait mal. Ça prend du temps, mais retrouver le goût du bonheur, c'est remporter une victoire sur les preneurs d'otages. Voilà, et puis il faut rappeler que tous les otages n'ont pas connu le même sort favorable. Une trentaine de personnes ont été tuées depuis le printemps dernier, dont 2 Italiens, 2 Britanniques, un Américain, et plusieurs dizaines sont toujours, à l'heure où nous parlons, aux mains des groupes terroristes. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le retour des otages. Et nous ferons un dernier point avec les principales images de la journée en fin de journal. Un mot de l'Irak encore avec des précisions sur le bilan de l'attentat suicide contre une base américaine de Mossoul hier. Parmi les 22 morts, 18 sont américains. C'est la journée la plus meurtrière pour Washington depuis 1 an. Image ici d'Allemagne où des blessés ont été rapatriés. Les États-Unis qui enquêtent maintenant sur de possibles infiltrations de la guérilla parmi l'armée régulière irakienne. Infiltration qui pourrait expliquer cet attentat. La visite officielle de Tony Blair au Proche-Orient. Le chef du gouvernement britannique annonce une conférence pour la paix. Elle se tiendrait à Londres dans quelques semaines. Objectif, aider les Palestiniens à devenir de véritables partenaires. C'est ce qu'indique le chef du gouvernement britannique. On a bien compris que dans l'esprit des dirigeants à Londres et à Washington, la mort de Yasser Arafat ouvrait une nouvelle ère. Ariel Sharon, pour sa part, demande l'arrêt total du terrorisme pour appliquer la fameuse feuille de route, le plan de paix international. L'actualité en France est d'abord le verdict au procès des agresseurs du Vigile gravement brûlé. 20 ans de prison pour le principal accusé, entre 4 et 18 ans ferme pour 8 autres des condamnés. 2 personnes ont été acquittées. Sur place, à Nantes, Jacques Deveau, Michel Hiver. À l'annonce du verdict, les cris ont jailli dans la salle. La police a dû intervenir pour évacuer le public. Les peines s'échelonnent de 20 à 4 ans de prison. 2 des 11 prévenus ont été acquittés. C'est des lourdes peines pour les enfants qui n'ont vraiment rien fait. Parce qu'il y a des cassettes qui montrent que c'était des jeunes qui n'étaient pas présents la plupart du temps et qui n'ont pas tapé M. Toméré. Ils ont été condamnés à des peines qui sont parfois prononcées lorsque malheureusement des hommes meurent. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce verdict de ce fait-là. Malgré ces condamnations, Thierry Toméré, le vigile agressé, s'est déclaré déçu. Il n'a pas entendu d'aveu et peu de remords. Toujours pas de réponse à mes questions. Pourquoi? Personne n'a osé le dire, a eu le courage de le dire. Et il s'avère que dans le dossier, il y a quelques ombres. J'ai l'intuition que des personnes concernées au fait ne sont pas là, n'ont pas été là. Donc pour moi, justice n'a pas été faite. La justice a prononcé 9 peines, toutes différentes, qui marquent la part de responsabilité de chacun dans l'agression des vigiles. Mais l'absence de preuves irréfutables et d'aveux jette le trouble. Aussi, il est probable que les accusés les plus lourdement condamnés feront appel. À Orléans, vous vous souvenez sans doute de la disparition de cette mère de famille de 33 ans, c'était il y a 3 semaines. Eh bien, on a appris aujourd'hui qu'un suspect a été interpellé. Sur ces indications, un corps a été retrouvé. Les analyses sont en cours. Aurélia Guim. Muriel Régada, 33 ans, n'avait donné aucun signe de vie depuis le 3 décembre dernier, alors qu'elle rentrait chez elle à l'issue d'une journée de travail. 19 jours après sa disparition, tout porte à croire que c'est son corps que les enquêteurs ont découvert cet après-midi dans la boue d'un jardin de Saint-Jean-de-Bray, une commune de l'agglomération d'Orléans. Au fond de ce jardin, dans un trou qui a été creusé sur environ 1,50 m de profondeur, a été découvert dans la glaise le corps sans vie d'une femme, le corps nu,
le crâne rasé, en position fétale. C'est sur les indications d'un homme de 36 ans interpellé ce matin que les enquêteurs ont fait la macabre découverte. Un intérimaire employé depuis quelque temps dans cet établissement, tout comme Muriel Regada. Au domicile du suspect, les enquêteurs ont par ailleurs découvert des bijoux appartenant à la jeune femme. Demain matin, une autopsie devrait déterminer les causes du décès. Pour l'heure, on ignore toujours le mobile du crime, mais le meurtrier présumé devrait être mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort dès ce soir. Et puis l'enquête sur le double meurtre de Pau, sachez qu'une 9e personne a été entendue aujourd'hui par la police. Il s'agit cette fois d'un employé de l'établissement et non pas d'un ancien patient. On a cru à une piste sérieuse car le procureur lui-même a évoqué ce matin des indices concordants. Finalement, l'homme a été libéré en fin d'après-midi. Une messe sera célébrée demain à la mémoire des 2 victimes. Santé, en 2 premiers décès causés par la grippe sont signalés en Île-de-France et en Alsace. Aucune précision sur les 2 victimes. Le virus est encore peu actif sur le territoire selon le réseau de surveillance de la maladie. La vaccination pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles, je vous le rappelle, est toutefois fortement conseillée. La fin des négociations européennes sur la pêche, Bruxelles a cédé. La baisse des quotas est limitée à 15% et il n'y aura pas de zone fermée pour la pêche au cabillaud, comme l'idée en avait été émise, mais le nombre de sorties en mer sera réduit. Le ministre de l'Agriculture français, Dominique Bussereau, se dit satisfait. Pour lui, la France a obtenu plus de 81% de ce qu'elle souhaitait. De leur côté, les représentants des pêcheurs se disent inquiets pour leur avenir. Ils s'estiment lésés. Notre série, maintenant, sur la cuisine des grands chefs. Si vous manquez d'idées pour les réveillons, coquilles Saint-Jacques à l'oignon, caviar à la russe et foie gras aux pommes. C'est le repas du restaurant Les Prés d'Eugénie, près de Pau, au fourneau Michel Guérard. 3 étoiles depuis 30 ans. Marie-Pierre Samitier et Emmanuel Beck. Il m'a dit, André, débrouillez-vous, je veux du radis sur Trévis. C'est pour ça que j'ai plein de nouvelles surprises. Ces deux-là se racontent des salades, plus précisément des histoires de salades. Car pour les fêtes, il est né un nouveau bébé dans le potager. C'est cette belle salade d'hiver, cultivée pour la première fois par le jardinier, à la demande du chef. Ah, je la connaissais pas, je l'ai découverte grâce à Michel Guérard, parce qu'elle est utilisée en Italie, mais elle est absolument pas du tout cultivée en France. On la trouve absolument pas. Voilà. C'est quoi comme salade? C'est du radicchio de Trévise. Et oui, les salades, c'est du sérieux. Résultat, des beignets de cette Trévise italienne ou encore des beignets de roquettes, légers et craquants. Un luxe inouï. Servi ici pour le réveillon, accompagné d'un œuf à la russe. Au fond, anguilles fumées dans leur gelée de cresson et caviar d'Aquitaine sur une mousse de persil. Bien sûr, l'essentiel reste la chips de salade. C'est léger, c'est aérien, c'est du vent, c'est merveilleux, mais c'est croquant. Alors. Nem de langoustine dans sa feuille de poireau, tartelette de fenouil et tomates concassées, quenelle d'avocat avec son chiffon de saumon en amuse-bouche avant la coquille Saint-Jacques, cuite au beurre salé avec l'oignon farci. J'ajoute dedans de la chair d'araignée de mer, mélangée doucement, un petit peu d'herbe et un tout petit peu de litchi, haché aussi. Et voici les Saint-Jacques et leurs oignons confits au jus d'orange, agrémentés de feuilles de coriandre. Ensuite viendront les chiffonnettes de truffes et le foie gras grillé, comme une tarte aux pommes. Au dessert, la brigade est fatiguée, alors un seul travail, le chef. On va le mettre au travail. Comment? Justement, on trouve que c'est un peu gonflé, c'est pour ça qu'on va le montrer. Mais c'est toujours comme ça. Le dessert, c'est le granité au vin de pomerol, surmonté de fruits rouges et saupoudré de macarons en forme de confetti, puisque c'est la fête. Les vacances à la montagne avec la nouvelle discipline en vogue au sport d'hiver, une multitude d'obstacles sur une seule piste, des sauts, des bosses, des rampes. Attention, si vous n'avez pas skié depuis longtemps, allez-y doucement. En anglais, ça s'appelle le freestyle. Julien Beaumont, Vincent Ferreira. Le chasse-neige, c'est ringard. Le planter de bâton de l'histoire ancienne. La tendance cet hiver, c'est le freestyle. Saut, glissade en tout genre. Encore faut-il connaître les rudiments, sinon voilà ce que ça donne. Oh là! Donc on va essayer tout simplement de faire un saut droit. Alors les moniteurs s'y sont mis et avec eux pas besoin d'être chamois d'or pour décoller. Quand tu vas arriver sur la bosse, il va falloir que tu essaies d'avoir la planche à plat. Dès qu'il y a un minimum, on va dire, d'habileté sur la planche, tout de suite on aborde le freestyle et il y a une réelle progression freestyle qui existe du premier cours de débutant, de la première semaine de débutant. Et ensuite, il n'y a pas de limite. La preuve, Gaël, après des débuts
difficile, arrive enfin à passer ses premiers sauts. Quand on suit les conseils, oui, ça va. En fait, il suffit de garder la planche bien à plat et ça va tout seul, il faut se laisser glisser. Avec l'espoir un jour d'atteindre le niveau des plus grands. Les Français brillent d'ailleurs dans cette discipline. Du coup, les stations commencent à s'équiper, histoire d'attirer un nouveau public. Ça amène une clientèle plus jeune, donc plus sportive. Souvent, ça peut ramener des familles, puisque les parents amènent les enfants là où ils se font plaisir. Question plaisir, encore quelques cours, et voilà ce que vous pourrez faire. Aïe aïe aïe. Football, Caen qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Victoire il y a quelques instants au tir au but face à Sochaux, 4-3. Il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Hier, je vous le rappelle, ce sont Montpellier qui a battu le PSG, Saint-Etienne, Monaco, Clermont, Strasbourg et Lens qui se sont qualifiés. Dernier match à jouer ce soir, Auxerre-Nantes, à suivre après ce journal sur notre antenne. Commentaire Florent Gautreau et Xavier Gravelaine. Le coup d'envoi a été retardé d'un quart d'heure. Ce sera à 21h précise. De la musique pour terminer avec Hercule de Handel à l'Opéra Garnier à Paris, le héros de la mythologie. Un livret très accessible avec près de 50 personnes sur scène. Emmanuel Lambert, Emmanuel Morel. Hercule, mais bien sûr c'est le plus grand héros de toute la mythologie. Si, c'est marqué là, entre une ville d'ancienne Italie et un philosophe allemand. Mais qu'a-t-il fait au juste? Hercule, si je me souviens bien, c'est un héros de l'Antiquité. Il avait plein de travaux à faire. Hercule, les 7 travaux d'Hercule. Les 7 travaux? Oui, les 12 travaux d'Hercule. Voilà. Bonne réponse. L'oratorio d'Handel reprend l'histoire à la fin des 12 épreuves. Hercule est de retour dans son pays après une nouvelle conquête. Il revient avec Iole, une magnifique captive, ce qui n'est pas du tout du goût de sa femme. On a l'impression, même si ça n'est pas explicite dans l'intrigue, qu'Iole est devenue sa maîtresse. Et cela cause une immense jalousie chez sa femme, Déjanire. Mise en scène minimaliste, costume moderne. Ce qui fait la beauté de cet opéra, c'est la musique d'Handel et surtout la qualité des chanteurs qui réalisent un immense travail technique. Ce rôle est très difficile. Il y a 7 mélodies, 7 tonalités. Chacune est vraiment très différente. Dans l'une, je ridiculise Hercule. Dans une autre, je suis froide comme la glace envers Iole. Dans une autre encore, désespérée puis folle. De la jalousie à la folie. Déjanire tue accidentellement son titan de mari et c'est la fin du mythe. Créé en 1745, cet oratorio n'avait jamais été joué à Paris. 2 siècles et demi plus tard, la musique d'Handel a gardé sa force herculéenne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Attention au verglas, 21h donc football au Auxerre-Nantes, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Dès 6h30 Télématin dans la 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean-Pierre Chevènement. Et on se quitte sur l'image du jour évidemment, Christian Chesneau, Georges Malbruno libre. L'avion qui les ramenait en France s'est posé il y a un peu plus de 2 heures. Ils sont sortis les premiers, accueillis sur le tarmac par leur famille bien sûr, par le président de la République et par une partie du gouvernement. Ils se sont adressés à la presse, très nombreuse, qui s'était rendue à Villacoublay. Ils sont indiqués avoir été bien traités, n'avoir jamais perdu espoir, malgré quelques moments de peur. À demain.